Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 20h30. Si vous nous suivez à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez évidemment chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous reviendrons bien sûr sur la décision de la Réserve fédérale américaine hier soir et le jeu de questions-réponses entre Jérôme Powell et les journalistes à l'occasion de la conférence de presse qui a suivi. Jérôme Powell qui indique que la Fed entre dans une nouvelle phase de son process de recalibration. Jérôme Powell qui renverse ainsi la charge de la preuve désormais. La logique change. C'est à l'économie et notamment à l'inflation de démontrer désormais que la Fed pourrait continuer de baisser ses taux à travers l'année 2025. Quand on regarde les nouvelles projections des niveaux de taux d'intérêt qui sont imaginés par les banquiers centraux américains et qu'on regarde cette fameuse projection médiane, on voit que la Fed pourrait anticiper ou encore signaler 2 baisses de taux au cours de l'année 2025 quand le marché hésite encore à voir 2 baisses de taux l'an prochain avec notamment une révision du jeu de prévision macroéconomique qui montre une révision très nette des chiffres d'inflation pour l'année prochaine. Vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Grattel. La conférence de presse de Jérôme Powell a un peu secoué les marchés, c'est le moins qu'on puisse dire, moins 3% hier pour le S&P 500, c'était une des plus mauvaises séances de l'année, la plus mauvaise en tout cas depuis le mois d'août et le choc japonais autour des taux japonais qui avait un petit peu secoué l'ensemble des marchés globaux. Et puis à cela s'ajoute la question récurrente du shutdown, c'est un peu l'histoire sans fin aux États-Unis. Donald Trump, aidé largement par Elon Musk à travers les réseaux sociaux, ont jeté de l'huile sur le feu hier, c'est le moins qu'on puisse dire, en dénonçant l'accord budgétaire de continuation qui a pourtant été porté par le speaker républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Les parlementaires américains ont techniquement jusqu'à demain minuit pour se mettre d'accord sur une loi budgétaire de continuation, sans quoi les administrations américaines verraient une fermeture au moins jusqu'au 20 janvier prochain et l'investiture de Donald Trump. Voilà donc pour l'ambiance de cette fin de semaine sur les marchés. Du rouge en Europe avec une baisse de plus de 1% pour les indices actions aujourd'hui, un CAC 40 sous les 7300 points. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un petit pas de côté par rapport au marché américain et au marché européen pour s'intéresser au marché boursier africain. Nous le faisons régulièrement avec Wissem Barbouchi, le président fondateur d'Obafrica Asset Management, qui sera avec nous tout à l'heure pour faire le bilan de l'année sur les marchés boursiers africains et évoquer les perspectives 2025 à retrouver dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La Fed a donc baissé hier soir ses taux de 25 points de base, 3e baisse de taux consécutive pour la Réserve fédérale américaine. Oui, cette baisse de taux était largement attendue par le marché. Le jeu de prévision de la Réserve fédérale américaine a par ailleurs été largement révisé. Ainsi, la Fed ne projette plus que 2 baisses de taux de 25 points de base en 2025 contre 100 points de base en septembre. Jérôme Powell a souligné le chemin parcouru en matière d'inflation, mais considère qu'elle reste relativement élevée et indique que la Fed entre désormais dans une nouvelle phase dans son processus de recalibration. Et c'est bien l'inflation et les perspectives d'inflation qui justifient cette nouvelle approche indiquée hier par Jérôme Powell, une inflation qui ne baisse plus aussi vite que prévu, avec des révisions et des prévisions qui ont été largement rehaussées pour ce qu'on appelle le core PCE, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Oui, le core PCE est relevé à 2,8% pour 2024 contre une estimation de 2,6% en septembre. Pour 2025, il passe de 2,2 à 2,5% et le corps PCE devrait atteindre l'objectif de 2% en 2027 au lieu de 2026. La réaction des marchés hier soir après ces annonces ne s'est pas fait attendre. Oui, commençons par les indices actions américains. Le Dow Jones a bouclé sa 10e séance de baisse consécutive du jamais vu depuis 1974. Le S&P 500 reculait également de 3%, le Nasdaq Composite de 3,5%, mais l'indice qui a le
plus souffert hier, c'est le Russell 2000, moins 4%. Après la séance d'hier, les indices ouvrent aujourd'hui en petite hausse d'environ 0,5%. À noter, l'indice VIX de la volatilité a bondi de 10%. Bon, la correction s'était également vue sur le marché obligataire hier, Pauline. Oui, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans monte à 4,55% dans le sillage des annonces de la Fed. Le rendement de l'obligation à 2 ans s'établit autour de 4,30%. Le dollar se stabilise après avoir bondi hier soir pour atteindre son plus haut niveau depuis 2 ans face aux devises majeures. Quelles ont été les réactions des autres marchés actions dans le monde ? Les indices actions mondiaux sont en repli dans le sillage de la séance d'hier à Wall Street. En Europe, le CAC 40 cède plus de 1% autour de 7300 points. Le DAX et le FTSE sont également en repli de l'ordre de 1%. Bon, il n'y avait pas que la Fed aujourd'hui, hier soir, qui rendait une décision de politique monétaire. D'autres banques centrales étaient à la manœuvre aujourd'hui. Oui, à commencer par la Banque de Suède qui a baissé son taux directeur de 25 points de base, mais cela pourrait être l'une de ses dernières baisses de taux puisque l'institution n'envisage qu'une seule baisse au premier semestre 2025. Les banques du Japon, d'Angleterre et de Norvège ont laissé leur taux inchangé. Un mot pour revenir aux États-Unis, et d'ailleurs qui explique aussi peut-être le changement de position de la Réserve fédérale américaine. On a vu troisième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre. Oui, il ressort finalement en hausse de 3,1% au troisième trimestre, contre une première estimation à 2,8% sur la période. Qu'attendre demain sur les marchés ? Quel sera le programme, Pauline ? Demain, ce sera une journée d'échéance des 4 sorcières sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. Aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Core PCE du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Christian Parizeau à vos côtés, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Bastien Dreux qui nous accompagne également, responsable des études de la stratégie chez CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci à vous trois d'être avec nous, ravis de vous retrouver. Nous entrons donc, la Fed entre donc dans une nouvelle phase de son processus de recalibration. Voilà les mots prononcés hier par Jérôme Powell à l'occasion d'une réunion qui a un peu chahuté les marchés. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Bastien, sur le message de la Réserve fédérale américaine pour 2025 et comment est-ce qu'on fait le lien évidemment avec la réaction de marché qu'on a tous observée? On pourrait dire énormément de choses. Bon, alors on avait eu le pivot dans le pivot, et maintenant on a le pivot dans le pivot dans le pivot. Donc le pivot, on dérive à chaque fois un peu plus. C'était quand on passait des hausses de taux aux baisses de taux. Le deuxième pivot, c'était quand on passait vraiment aux baisses de taux, que les baisses de taux étaient enfin arrivées, donc il avait fallu qu'on attende pas mal de temps. Et le troisième pivot, c'est que maintenant, les baisses de taux, peut-être elles vont s'arrêter en 2025. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un grand flou des intentions de la Fed pour 2025, même si évidemment les dots indiquent 2 baisses de taux en 2025, 2 baisses de taux en 2026 et une en 2027. On sent un vrai flou et un intervalle de confiance limité, on va dire. Oui, parce que la Fed, elle est bloquée par deux choses. C'est grosso modo ce qui est ressenti de la conférence de presse hier. La première chose, c'est le coup d'arrêt à la désinflation. Il est assez net. Ça fait 3 mois que l'inflation sous-jacente, le corps CPI par exemple, est bloqué à 3,3%. Puis même si on prend un peu plus de champ de 6-9 mois, la baisse de l'inflation sous-jacente, elle est maintenant très faible. Donc ça, c'est la première chose. Et là, ils ont vraiment acté le fait que cette désinflation, il y a un coup d'arrêt. Et la deuxième chose, c'est l'incertitude par rapport à ce que va faire la nouvelle administration. On parle beaucoup des droits de douane, mais il n'y a pas que les droits de douane, il y a aussi tout ce qui est relatif à la politique des dépenses publiques, aux baisses d'impôts, migratoire, la dérégulation, politique migratoire. Donc l'incertitude par rapport à toutes ces politiques qui potentiellement peuvent avoir beaucoup d'impact à la fois sur la croissance et sur l'inflation, et des effets qui peuvent être contradictoires entre eux, fait que la Fed se dit moi je vais attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Je pose le stylo, quoi. Exactement, avant d'aller plus loin dans le cycle de baisse de taux, quoi. Donc même si l'état d'esprit c'est encore de rester dans ce cycle de baisse de taux, la Fed, elle va être beaucoup plus prudente pour 2025 que ce qu'on a pu voir sur les 3 derniers mois. Il faudra désormais de nouveaux progrès sur l'inflation pour nous autoriser à continuer dans cette démarche de recalibration des taux. C'est le nouveau message de la Fed. C'est vraiment le nouveau trigger pour d'éventuelles baisses de taux, c'est vraiment d'aller plus loin dans la désinflation. Et la réaction de marché, comme on explique l'ampleur des mouvements, parce que ce que vous dites là...
j'allais dire, on aurait pu le dire autour de cette table, en tout cas, avant la réunion de la Fed. Donc si on peut le dire ici, j'imagine que plein de gens y ont pensé d'une certaine manière. Bon, nous, on avait anticipé que les projections d'inflation allaient être remontées, que les dots allaient être remontées, etc. C'est plus dans le phrasé, c'est dans sa façon de communiquer à l'oral, où on sentait que les choses étaient encore beaucoup plus floues que ce qu'ils peuvent mettre comme baisse de taux dans les dots, tout simplement à cause de ces grandes incertitudes. Donc là, je pense que c'est en partie ça qui fait que la réaction de marché a été forte hier. La réaction de marché a été très forte sur les actions et sur les obligations. Et presque concomitamment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a vu Trump s'attaquer, dénoncer l'accord budgétaire de continuation, faisant remonter le risque de shutdown, etc. Oui. Enfin, j'allais dire, éclairant le discours de Jérôme Powell avec un exemple parfait d'une forme d'incertitude que Trump pourrait générer dès aujourd'hui, même sans attendre le 20 janvier. Oui, donc la situation qu'on a sur le shutdown, elle est assez délirante en fait. Je ne vois pas comment le dire autrement. Oui, Parce qu'on avait un accord qui avait été négocié entre les démocrates et les républicains et tout le monde était d'accord pour que ça aille jusqu'au bout, pour que le gouvernement soit financé jusqu'au 14 mars. Et Elon Musk a commencé à critiquer cet accord, en partie en critiquant des éléments qui n'apparaissent pas dans cette loi de financement de court terme. Et il dit, par exemple, le fait que le salaire des parlementaires soit augmenté de 40%, c'est tout à fait anormal, alors que ça n'est pas dans le projet. D'accord. Il critique le fait qu'il y ait un financement pour l'Ukraine, alors que ça n'apparaît pas dans le projet aussi. Et là, on bascule dans une sorte d'incertitude et un peu de chaos politique qu'on ne connaît pas bien, parce que quand on commence à critiquer des trucs qui n'existent pas, on ne sait pas forcément comment les choses vont. On a mesuré le poids d'Elon Musk hier, peut-être, dans le paysage parlementaire américain. Oui, tout à fait, parce que il y a Elon Musk qui a déjà annoncé qu'il financerait des concurrents pour les primaires républicaines si les députés et les sénateurs républicains ne votaient pas comme ils le souhaitaient. Bon, qu'est-ce que tout ça vous inspire, Céline, le facteur Trump en tant que stock picker, qu'est-ce que ça change ou pas pour vous? Et puis, sur la réaction de marché d'hier, on a vu quand même plus de 3% de baisse sur le Nasdaq, c'était plus de 4% de baisse sur les small caps américaines. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation de ce marché américain qui a tout aspiré depuis 2 ans? Ça confirme, effectivement, comme le soulignait à l'instant Bastien, qu'on a plus d'incertitudes aujourd'hui qu'hier. Et que ça arrive à un moment où, comme vous l'avez souligné à l'instant, tout le monde est déjà positionné sur ce marché américain. On a une euphorie qui est inégalée. On a dépassé le niveau d'optimisme sur les États-Unis de 2000. C'est pour dire parce que vous le mesurez à quoi ça, Céline, quand on regarde, en fait, vous avez des indicateurs qui combinent le VIX, la valorisation de marché et le niveau de bullishness, enfin le ratio bull-bear des investisseurs. Si vous combinez les trois, vous êtes au-dessus de 2000. D'accord. Alors, on a vécu 2000, on se souvient que c'était quand même assez frénétique, et on a tendance à se dire, non, mais on n'y est pas encore. Et quand vous regardez cet indicateur, en termes d'euphorie, on l'a dépassé. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes sur un marché euphorique, dans lequel vous avez beaucoup d'investisseurs particuliers aujourd'hui qui sont investis, qui sont convaincus que demain sera meilleur qu'hier, et qui ont mis toutes leurs économies sur le marché, notamment, par exemple, sur des investissements comme le Bitcoin, le moindre grain de sable fait déraper ou enraye la machine. Et deux baisses de taux en moins. Un petit grain de sable, ça peut être rien du tout. Donc on l'a vu, ça peut être effectivement 50 points de base de baisse de taux en moins. D'accord. Voilà, mais encore une fois, quand on est surchauffé, il ne faut pas grand-chose pour faire une sortie de route. Et c'est ça, à mon avis, qui risque de se passer de plus en plus au cours des séances à venir et au cours des mois à venir. On a 3 risques majeurs, à mon sens. Le premier, c'est qu'effectivement, on risque d'être en pleine incertitude au niveau de l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation. Et ça, c'est quand même un gros risque parce qu'on parle de relancer la machine économique et la croissance à un moment où le chômage est faible. Donc, ça paraît paradoxal à un moment où on a promis aux électeurs qu'on allait maîtriser l'inflation. Donc, on ne voit pas très bien comment tout ça va fonctionner. Donc, on a une incertitude majeure de ce côté-là. Après, on a une incertitude du côté des sociétés qui sont le plus valorisées aujourd'hui, dont on a souvent parlé, mais les sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle, elles ont dépensé massivement au cours des dernières années. À quel moment est-ce qu'on peut être éventuellement surpris par les retours sur investissement qui ont été colossaux? Donc ça peut être un grain de sable. Et puis, grain de sable, effectivement, comme on l'a vu hier, c'est les tweets de Donald Trump et de qui Musk, risquent... désormais. Et de Musk. C'est 2 fois, il y a double tir donc maintenant. effectivement, quand on est
avec des marchés qui sont très très finement pricés. Le moindre grain de sable peut peser. Voilà, je pense que c'est ça la leçon. Et même si le fondamental reste bon, parce que moi, ce que je retiens toujours, c'est quand même, si la Fed se montre plus prudente sur d'éventuelles baisses de taux, oui, il y a l'incertitude, il y a plein de choses, mais il y a fondamentalement quand même une reprise nominale, une croissance nominale américaine qui continue de surprendre. On a vu encore la révision du chiffre du troisième trimestre. Ça fait 2 ans que la seule zone économique du monde qui offre des surprises positives, ce sont les États-Unis. Et on a envie d'imaginer que 2025 pourra s'inscrire encore dans cette ligne. Donc il y a quand même une croissance nominale qui continue de carburer d'une certaine manière. Mais moi j'ai vécu 2000 et je ne me souviens pas qu'il y ait eu un ralentissement de la croissance avant le crack. Enfin voilà, pour être... on l'a vécu. Ce fondamental-là, il ne doit pas exclure l'idée que... Après on a refait l'histoire, mais le grain de sable, ça a été une publication de résultats fiscaux qui a entraîné une chute. Et puis après, la confiance est partie. Et après, on a eu un ralentissement économique. Mais qui n'a pas été si marqué que ça par rapport à ce qu'on a vécu en 2008 finalement. Donc sur la base de fondamentaux, on peut quand même avoir un problème financier à un moment. Voilà. Je comprends. C'est à ce moment-là. Donc après, est-ce que, évidemment, l'histoire se répète jamais exactement. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes dans un environnement de croissance économique que ça va forcément de concert avec un marché boursier. Ça ne nous protège pas de tout quand on est sur les marchés, j'entends. Je ne crois pas. Christian, votre analyse de la séquence, là, Powell plus Trump/Musk. Oui, il y a plusieurs éléments. Moi, je pense qu'en effet, Powell, il n'a pas dit quelque chose de révolutionnaire. Il a dit, en gros, on va être prudent. Donc, on pourrait dire, et tout le monde était d'accord qu'il allait dire ça. Je pense que ce qui a marqué les marchés, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est des prévisions. Et ça a beaucoup réagi sur le communiqué final. Et ce n'est pas le communiqué final, il y a 4 mots de différence dans le communiqué final par rapport au précédent. Donc, ce n'est pas le communiqué, c'est les prévisions qui ont été publiées en même temps. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. D'une part, ce que nous disent les membres du FOMC, c'est qu'ils ont relevé ce qu'on appelle le taux neutre. C'est-à-dire qu'il est à 3%. Et ça fait le 2e trimestre consécutif qui relève ce taux neutre. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est important. Ça veut dire qu'on aura minimum la Banque centrale qui ne va pas descendre en dessous des 3% maintenant. Donc, quoi qu'il arrive, on oblitère la possibilité de baisse des taux pour l'année prochaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les valeurs technologiques, ce sont des valeurs où on veut substituer du capital au travail. C'est-à-dire que quand vous faites de l'IA, c'est énormément d'investissement en capital. Qu'est-ce qui fait la rentabilité de votre capital? C'est que le coût du capital n'est pas cher. À partir du moment où je vous dis que le coût du capital va être beaucoup plus cher, ça réagit assez négativement. Donc, première chose, on s'est dit, il y aura moins de baisse de taux, mais surtout, le taux neutre est beaucoup plus élevé et ça remet en cause. Et c'est pas pour rien que ces valeurs technologiques ont le plus souffert. Je sais, c'est plus cher, mais c'est aussi une logique de rentabilité puisque un coût du capital plus élevé, ça veut dire forcément moins de profit. Deuxième chose qui a fait réagir les marchés, c'est la révision très forte à la hausse des attentes d'inflation pour l'année prochaine. Et ça, le corps PCE passe de 2,2 à 2,5 dans leurs prévisions. Et ça, c'est important quand même parce que M. Powell a avoué que certains membres, dans leurs prévisions d'inflation, avaient intégré la politique de M. Trump. Commençait à intégrer, à mettre un peu d'input Trump dans leurs prévisions. Il est plus prudent parce qu'il a dit on ne sait pas trop bien, on fait tourner nos modèles. Bon, il noie le poisson parce que. Mais ça prouve qu'il y a un petit graphique qui était intéressant dans les publications de prévision de la Banque centrale. C'est qu'on a le graphique qui montre les incertitudes qu'estiment les membres sur leurs prévisions. Et la partie inflation était plutôt en baisse en septembre et c'est reparti à la hausse. Donc ça veut dire que d'une part, ils pensent que potentiellement il y a plus d'inflation l'année prochaine. Et deuxième chose, que potentiellement, ils peuvent encore plus se tromper que les fois d'avant. Donc, ils ont moins de... L'intervalle de confiance est de plus en plus réduit. Donc, ça veut dire qu'ils vont être très prudents et donc, ça veut dire qu'ils ne seront pas très agressifs et donc, ça rassure pas les marchés. Et puis, dernier élément qui est quand même important, c'est qu'ils nous disent que la croissance américaine va être au-dessus de sa croissance potentielle, qui est estimée à 1,8 sur les 3 prochaines années. Quand je vous dis ça, ça veut dire que je ne vais pas être très agressif dans ma baisse des taux, puisque tout va bien dans les 3 prochaines années. Quoi qu'il arrive, la croissance américaine va être forte, au-dessus de son potentiel. Donc ça veut dire que ça peut créer de nouveau des tensions sur le marché du travail, que ça peut créer quelque part une inflation qui ne va pas reculer. Donc quand vous avez ces 3 messages combinés, j'ai moins de baisse possible parce que j'ai remonté mon taux neutre, j'ai une inflation qui est plus forte et la croissance va rester forte, ça veut dire que vous n'aurez pas le soutien de la Banque centrale. Et n'oubliez pas, encore une fois, ça veut dire des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et ça, la bourse est très sensible par rapport à la thématique. Donc c'est le put qui s'éloigne un peu là, c'est ça. Voilà, et surtout sur des valeurs qui sont aujourd'hui très valorisées, qui ont besoin de taux d'intérêt très bas.
Et c'est ça qui est très important qu'il faut avoir en tête, c'est que toute la hausse de Wall Street, c'est l'idée, je vous prends juste le cas le plus extrême, il y a certains économistes américains qui disent Trump peut faire ce qu'il veut sur l'immigration, de toute façon on va remplacer l'immigration par l'IA. Et donc, je dis des visions extrémistes, je fais volontairement caricatural, mais parce que bon, je pense qu'à Starbucks, ça va être difficile d'avoir une IA qui vous sert à Starbucks. Mais en tout cas, je dis juste qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec la dérégulation, avec l'idée de Toba et de la dérégulation qui va permettre une substitution majeure de ce progrès technologique de l'IA, on va avoir une économie américaine qui va avoir des gains de productivité énormes. S'il n'y a pas les gains de productivité, tout votre modèle de valorisation de toute la valeur ajoutée que pourrait apporter l'IA tombe immédiatement. L'IA, c'est très cher, ça coûte très cher, et il faut avoir cette rentabilité, cet effet de productivité pour amortir. Et donc, tout le modèle qui a été de jouer l'IA depuis toute cette année peut s'écrouler si on n'a pas ça. Donc, on voit que le modèle est très sensible à quelques paramètres, et les taux d'intérêt en font partie. Bon. Après, Nvidia, que les taux soient à 3 ou 4, j'ai l'impression qu'ils vivent quand même leur vie un peu... Si Microsoft, qui a acheté énormément de plus Nvidia, voit qu'il n'y a pas un retour, sur investissement lié à ça, ou que c'est beaucoup moins positif, il va très vite ralentir ses commandes à Nvidia. Donc ça jouera à terme aussi sur Nvidia. Bon, c'est vrai qu'Nvidia a un peu rebaissé là. C'est Broadcom, c'est l'effet Broadcom. C'est l'effet Broadcom, la concurrence qui arrive, c'est ça ? Non, c'est parce que Broadcom travaille pour les GAFAM, produit des mémoires large bande qui sont très utilisées pour les puces d'intelligence artificielle. Et comme aujourd'hui Microsoft et compagnie veulent faire leurs propres puces, il a indiqué qu'il avait une croissance très forte l'année prochaine avec ses capacités. Et les gens ont arbitré Nvidia par rapport à Broadcom, qui était en retard de revalorisation. Mais ça s'est fait en 5 séances. On a la valorisation de Nvidia maintenant sur Broadcom, donc il n'y a plus rien à faire, ça s'est fait assez rapidement. Un mot de la Fed et du reste du monde pour la Banque Centrale Européenne notamment, ça veut dire qu'il va falloir assumer un écart beaucoup plus large que ce qu'on imaginait peut-être entre les taux directeurs américains et nos taux directeurs en zone euro, qu'on est prêt à se prendre là les tweets de Trump qui va nous accuser de manipuler la devise, l'euro, etc. Enfin, tout ça on l'a déjà connu une première fois. C'est l'une des conséquences d'hier, c'est une plus grande divergence entre la BCE et la Fed. La Fed réagit à l'incertitude en disant, comme on dit tout à l'heure, je pose le stylo et on verra bien ce qui se passe et peut-être que je baisserai encore les taux. La BCE réagit à l'incertitude politique en disant les perspectives se dégradent, donc je vais continuer à baisser les taux et là il y a au moins les 4 prochaines baisses de 25 jusqu'à juin, quoi. Donc ça crée clairement une divergence entre la Fed et la BCE, ce qu'on a pu voir hier, et ça s'en ressent directement sur la devise, quoi. L'euro-dollar qui a tout de suite baissé assez fortement. Ah oui, plus de 100 pips, oui, bien sûr. C'est en dessous de 1,04. Voilà. Donc oui, clairement une plus grande divergence entre la Fed et la BCE. Bon. Qu'est-ce que ça change sur le marché américain ? Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui vous intéresse dans l'univers action globale, qui est votre univers d'investissement, Céline. Est-ce qu'il y a déjà une manière de redécouvrir des parties du marché américain qu'on a peut-être laissé de côté ces dernières années ? Ou est-ce que c'est ailleurs carrément qu'il faut aller regarder aujourd'hui ? Alors moi je pense concrètement que oui, il faut regarder ailleurs. C'est-à-dire que les États-Unis représentaient 35% d'un indice action international en 2000, on va dire il y a 20 ans. Ouais, voilà. Ok. Aujourd'hui, on est à 67%. Voilà. Bon, le PIB des États-Unis n'est pas de 67% du PIB mondial, loin s'en faut. Donc on a un ratio qui est très clairement supérieur à 2 entre le poids dans le marché boursier et le poids dans le PIB mondial. Donc ça, c'est un fait. Le marché américain a massivement surperformé les marchés mondiaux depuis maintenant 16 ans, avec des multiples de surperformance qui sont supérieurs à 3. Donc c'est du jamais vu. Quand on regarde les États-Unis par rapport à ceux du monde depuis 100 ans, une telle surperformance, ça n'avait jamais eu lieu. Alors tout ce qu'on sait aussi, c'est que quand on avait des surperformances historiques, derrière, on avait une sous-performance pendant 10 ans. Enfin, c'est des cycles de long terme. Voilà. D'accord. Mais 16 ans de surperformance du marché, et de façon aussi phénoménale, c'est exceptionnel. Donc, comme je le disais, ça va de concert avec l'euphorie dont on parlait tout à l'heure. 64% des Américains sont convaincus, des investisseurs américains, que le marché va continuer à monter. On était à 30% en 2008. Et donc, cet exceptionnalisme, ce récit de l'exceptionnalisme doit nous alerter. Donc, voilà. Donc, quand on me demande où est-ce qu'il faut investir, en général, il est plus intéressant de ne pas aller retourner des pierres qui ont déjà été retournées beaucoup, ou explorées énormément par de multiples analystes financiers et de multiples entreprises. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a
beaucoup d'argent qui est investi sur les États-Unis et très peu qui est investi dans le reste du monde, que ce soit l'Europe, l'Asie, les pays émergents, et qu'on a une banque centrale, comme on le disait à l'instant, qui est en train de serrer un petit peu les cordons de la bourse aux États-Unis, un dollar qui est fort. Les deux, ça veut dire que vous avez une contraction de la liquidité. Et historiquement, sur les marchés financiers, on dit vous devez suivre l'argent. Oui. Donc on a eu beaucoup d'argent qui a été imprimé aux États-Unis, beaucoup de facilités qui ont fait qu'on a eu une liquidité qui a explosé aux États-Unis. Ce n'était pas le cas ailleurs. Aujourd'hui, à l'inverse, on a une banque centrale européenne qui est en train de dire écoutez, il faut qu'on lâche un petit peu et un euro qui est plus faible. Donc, à l'inverse, on a une liquidité qui est plus abondante en Europe qu'aux États-Unis. Et on n'a pas parlé de la Chine, mais c'est quand même, à mon avis, quelque chose dont on va parler de plus en plus en 2025. Mais on a également quand même un poids dans le PIB mondial important qui vient de la Chine, et la Chine qui dit je veux que la liquidité augmente, il faut absolument que je sorte de mon problème de déflation, qui n'est pas du tout le même problème que les États-Unis. Qu'est-ce qui peut déclencher la rotation? C'est-à-dire sur l'Europe, par exemple, qu'est-ce qui peut permettre à des investisseurs globaux, je l'entends tout à fait, qui sont, j'allais dire, gavés de dollars et d'actions américaines comme jamais, qu'est-ce qui peut leur donner envie d'aller investir en Europe quand on leur explique que c'est le grand vacuum politique, que l'Allemagne n'a pas encore élu ni trouvé sa prochaine coalition, je ne parle même pas de la France, quand on nous dit que toutes les projections et que les risques sur la croissance sont encore orientés à la baisse, comme nous l'a répété encore Christine Lagarde il y a une semaine. Quelle va être l'étincelle ? Alors, il y a la valorisation, bien sûr, mais quelle va être l'étincelle qui peut quand même redéclencher une dynamique de flux et ramener des acheteurs marginaux là, sur nos marchés à nous, en l'occurrence? Alors, l'étincelle, on ne va pas pouvoir la dessiner, j'entends. Ce qu'on sait, par contre, c'est que, pareil, les grands adages, on a coutume de dire que les marchés haussiers, ils naissent dans le pessimisme, ils grandissent dans le scepticisme et qu'ils meurent dans l'euphorie. Donc, on a bien conscience de cet écart. Donc, effectivement, ce qui se passe en général, c'est que vous avez un marché dans lequel tout le monde est extrêmement négatif. Et vous avez des nouvelles qui sont moins mauvaises qu'attendues sur un marché qui est survendu. Donc c'est ça qui vous permet de sortir un peu de l'ornière au fur et à mesure. Et à l'inverse, vous avez un marché dans lequel tout le monde est déjà positionné. Qui est et le petit grain de sable, comme vous disiez. Et un petit grain de sable qui vous fait des sorties de route. De quelle manière Donc aujourd'hui, le petit étincelle, elle peut venir, à mon sens, de plusieurs éléments. Bien entendu, la liquidité plus importante en Europe, la liquidité plus importante en Chine, des bonnes nouvelles du côté de la guerre, parce que si la guerre s'arrête en Europe, ça va être positif pour le marché de l'énergie, ça va être positif. Et ça, le monde regardera à nouveau l'Europe avec des yeux peut-être un peu différents. En tous les cas, ça nous a quand même beaucoup. Ça a été extrêmement négatif, donc il y a un élément négatif qu'on va enlever potentiellement en 2025. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passait, l'incertitude politique. Mais si on a une coalition en Allemagne qui dit on arrête de s'intéresser à la cohérence budgétaire, ça va quand même un petit peu changer la donne en Europe. Donc on peut avoir des petites choses qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique dans cette année 2025. Comment vous abordez l'investissement ? Comment vous abordez l'investissement en Europe ? Est-ce qu'il faut se poser la question des tailles d'entreprise ? Est-ce que c'est intéressant d'aller chercher des tailles d'entreprise peut-être moins importantes ? Est-ce qu'il y a des styles à choisir entre la partie croissance, la partie value ? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher les gros moteurs des dernières années type le luxe, ou de s'intéresser à d'autres secteurs qui ont été moins en vogue ces dernières années? Moi, j'aurais eu tendance plutôt à aller chercher des sociétés qui ont été délaissées, qui vont profiter. On parlait de, effectivement, si il y en a beaucoup de croissance aux États-Unis, qu'on a une croissance un peu meilleure en Chine, vous pouvez avoir des sociétés industrielles qui sont dans une bien meilleure posture que ce qui était anticipé par le marché. Donc il faut, à mon sens, s'intéresser à des sociétés qui ont un avantage compétitif, qui sont délaissées, qui sont positionnées en Europe et qui peuvent très bien se distinguer dans ce nouvel environnement. Bon, sur la domination des actions américaines qu'on a observées jusqu'à présent face au reste du monde, comment est-ce que vous voyez se profiler l'année 2025 sur le plan de la dynamique des marchés, Christian ? Alors, le gros problème, c'est vrai que je suis d'accord, la bourse américaine a un poids beaucoup trop important. Alors, seul bémol, je mettrai attention, sur la bourse américaine, il n'y a pas que des entreprises américaines. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères maintenant qui se cotent. Ça joue aussi. C'est comme aussi on disait que le CAC 40 représente que l'économie française. Mais c'est vrai que ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est pas le poids de l'économie, pas le poids de la capitalisation de la bourse américaine, c'est le fait qu'on a concentré tous les paris sur quelques thématiques. Parce que ce que vous regardez aujourd'hui, vous avez une valorisation qui est élevée en moyenne sur la bourse américaine, mais vous avez des écarts de valorisation qui sont monstrueux. Vous avez des valeurs américaines qui sont pas chères aujourd'hui.
aujourd'hui, qui sont vraiment pas il y a chers. toute une partie du marché, Qui effectivement. est complètement délaissé. Oui, Ce qui montre bien qu'on le risque que vous avez aujourd'hui sur la bourse américaine, c'est un risque on s'essouffle sur des thématiques qui ont été porteuses, les GAFAM, l'intelligence artificielle. Je peux vous dire qu'il suffit qu'un jour Microsoft dit on s'est trompé dans les investissements autour de l'intelligence artificielle, on en a fait un peu trop, ou alors il n'y a pas le retour sur investissement, les clients ne nous suivent pas. Je vous prends juste un exemple. On a eu une publication qui a déçu, qui est Adobe. Adobe qui, certes, met de l'intelligence artificielle dans ses logiciels, mais l'intelligence artificielle est beaucoup plus concurrencée par d'autres concurrents. Ça leur pose un problème parce que, comme les logiciels Adobe coûtent plus cher, les clients en prennent beaucoup moins, que ça tue son marché des photographes. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'intelligence artificielle plutôt que les photographes, et les photographes achètent des logiciels Adobe. Donc, in fine, Adobe est en position de difficulté. Ils sont obligés de mettre l'intelligence artificielle à cause de la concurrence, mais c'est très, très négatif sur leur chiffre d'affaires. Donc, je prends un micro-exemple. J'entends. Non, mais ça fait disparaître une partie de l'activité historique d'Adobe. Ça prouve que c'est pas forcément gagnant. Alors, c'est forcément mesurer ça net. Voilà, c'est forcément gagnant pour celui qui fait le serveur, qui fait la puce. Ok, mais ça a été surjoué. Alors donc c'est plus la peine. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que surjoué. Je sais pas, Nvidia, on me dit que c'est moins cher en fin d'année qu'en début d'année. Oui. Alors après, si vous me dites qu'ils maintiennent les taux de croissance sur les 20 prochaines années, elle est pas chère. Après, ça dépendra. Sur 20 ans, c'est un peu compliqué comme pari. Non, mais c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Je suis entièrement d'accord qu'elle n'est pas chère au regard des taux de croissance qu'elle fait actuellement. Mais tout le débat est là-dessus. C'est-à-dire que si elle va faire une très bonne année l'année prochaine. Elle a un carnet de mais c'est pas le sujet de 25. Mais voilà. Mais est-ce que en 2027, elle poursuit sur ce rythme-là ou pas? Bon, ça, parce que ce que vous dites, c'est est-ce que d'abord ça offre une chance au marché européen, ou est-ce que la première chance, c'est si les GAFAM et le thème IA ont été surjoués, est-ce que l'investisseur global américain anglo-saxon n'aura pas tendance déjà à se retourner vers cette autre partie du marché américain qui n'a pas été jouée jusqu'à présent, laissant encore l'Europe de côté pour quelque temps? Alors c'est là qu'on peut avoir des mouvements assez violents, je pense, pour l'année prochaine. C'est d'une part, je pense que pour l'année prochaine, on va rester encore sur une bourse américaine solide, mais avec peut-être des rotations sectorielles qui vont s'accélérer. Et je pense qu'en effet, l'effet Trump va inciter les investisseurs à beaucoup mieux diversifier leur portefeuille sur la bourse américaine. On ne peut pas investir indéfiniment sur 3-4 valeurs. Et je pense qu'il va y avoir des arbitrages qui vont se faire. Donc je pense qu'il y aura un premier mouvement. Et ensuite, effectivement, je pense que lorsqu'on va avoir le risque politique en Europe qui s'éloigne un petit peu, il y aura de nouveau une surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, puisqu'on va se dire on a quand même largement tout joué sur les États-Unis et il n'y a pas forcément un potentiel si fort, parce que même la politique de M. Trump, on l'a tous compris, il y a des choses très positives pour les marchés, mais il y a des choses très négatives. C'est-à-dire que si c'est très positif pour la croissance américaine, ça sera très négatif en niveau taux. Donc il y aura forcément des arbitrages qui vont s'opérer, et les taux américains, s'il fait vraiment tout ce qu'il dit, vous n'allez pas avoir des taux américains qui vont rester à 4,50. Vous pouvez largement dépasser les 5, voire même plus, et donc l'effet finalement va pas être si positif que ça in fine. Donc oui, il y aura des arbitrages qui vont s'opérer, et je pense qu'en effet, il y aura peut-être un regard bienveillant des investisseurs sur l'Europe. Le gros problème, c'est que je pense qu'il est un peu tôt aujourd'hui pour jouer ce mouvement-là. C'est une question de séquence et de timing. Il y a une séquence de timing, et je pense que le timing politique est trop incertain en Europe, encore aujourd'hui, et il faut, et on achète encore de la sécurité. Et finalement, aujourd'hui, vu les visions qu'on a de l'économie européenne, on va encore acheter la sécurité de la croissance américaine. Donc je dirais plutôt fin du premier trimestre qu'il faudra peut-être, à mon avis, jouer ce mouvement-là. D'accord, sur cette idée, ce moment un peu tactique peut-être devant nous, qu'est-ce que vous en dites chez CPRM? Mais l'histoire de la rotation sectorielle aux États-Unis, ça devrait se matérialiser en 2025, mais je pense que justement il est un peu tôt pour jouer ça. Et l'une des façons de voir ça, c'est quand on décompose le S&P 500 avec les M7 et puis les 493. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où donc tout le monde avait monté avec l'élection de Trump, et à partir du moment où Trump précise son programme de hausse de droits de douane, là, le S&P 493, c'est-à-dire 500 hors Magnificent Seven, baisse. Et les M7 montent de 10%. Donc là, il y a un écart sur, on va dire, une quinzaine de séances, 15 semaines, qui est monstrueux, qui est même probablement jamais vu. Ou alors on va chercher le record, on n'est pas très loin du record, avec donc le S&P 493 qui fait -2 et les M7 qui font plus 10. Et ça montre que
la guerre commerciale peut quand même faire mal à une grosse partie des entreprises américaines. Des entreprises américaines. Et que là, les M7, dans leur ensemble, parce qu'à chaque fois il y a des cas particuliers, etc., sont un peu moins en risque par rapport à ça. Donc il faudrait qu'on ait déjà. Ça reste le refuge du marché américain. Donc le 20 janvier, avec est-ce qu'il va vraiment le faire, ou va le faire, ou enlever sa menace, etc., pour se faire une idée plus précise de comment peut se passer la rotation sectorielle aux États-Unis. Ouais. Je crois qu'il y a une Fed régionale, je ne sais plus laquelle, qui a fait cette étude qui montrait que sous la première guerre commerciale 2018-2019, quand Trump tweetait pour annoncer des tarifs ou pour parler des tarifs, les actions américaines avaient plutôt tendance à baisser ces jours-là. Les jours où il oubliait de tweeter ou annoncer de nouveaux tarifs, les actions avaient plutôt tendance à monter. Mais ça, on l'a regardé, c'est vrai sur les taux longs, c'est vrai sur les actions, et donc toutes les annonces de droite, les menaces de droits de douane, ça faisait baisser les taux longs et ça faisait baisser les actions. Et puis quand il suspendait ces menaces, on avait l'effet inverse. Et donc ça, soulagement. C'est quelque chose qui était très très clair en 2018-2019. Oui. Et puis la Chine, donc, Céline, on a parlé de l'Europe avec vous, la Chine aussi, il y a un cas d'investissement qui retrouve de l'intérêt pour 2025 ? J'en suis complètement convaincue, Grégoire. Non, mais même dans le cadre d'une potentielle guerre commerciale intensifiée. Je pense que ce qu'on a sous-estimé quand on parle de la Chine, et on parlait tout à l'heure de l'industrie américaine, c'est à quel point ils ont investi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le nombre de robots par employé, par millier d'employés, qui est le plus élevé au monde. D'accord. Ils sont 40% au-dessus des États-Unis, ils sont au-dessus de leurs voisins, notamment le Japon, alors que le Japon était quand même vu comme le leader dans la robotique mondiale. Donc on est passé d'une économie, on va dire en 2000, à laquelle on allait sous-traiter de la manufacture grâce à une main-d'œuvre pas chère, à une économie aujourd'hui qui est tirée par des entreprises qui sont massivement automatisées, donc qui ont des coûts de production qui sont les plus faibles au monde, parce que vous avez allié un avantage compétitif de taille avec un avantage technologique. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on l'ait complètement intégré quand on parle de ces histoires de tarifs douaniers qui feraient qu'on n'aurait plus du tout besoin d'aller produire des produits. Ça leur fera moins mal. Ça leur fera moins mal, les tarifs. Mais je ne pense pas que ça va tuer, que ça va permettre en tous les cas aux entreprises américaines demain ou européennes de faire la même chose au même prix. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ils ont leur marché intérieur surtout. Ils ont leur marché intérieur sur lequel ils peuvent être profitables et faire de taille sur lequel ils ont beaucoup de profitabilité et surtout ils ont investi. Ils ont investi massivement. En 2022, le pays qui investit le plus sur ces robots, c'est la Chine. Mais c'est vrai, ils se sont préparés à ça. Il y a quand même 2 leaders dans le monde sur l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a les États-Unis, mais il y a quand même aussi sur la technologie, la Chine. Ils ont, et pareil, quand on regarde le nombre de dépôts de brevets, quand vous regardez le nombre d'ingénieurs qui sont formés par an en Chine par rapport aux autres pays dans le monde, c'est le pays qui forme le plus d'ingénieurs spécialisés, notamment en industrie. Et il y avait des graphiques qui montraient que malheureusement pour nous, en Europe, on a un peu perdu le fil. On a arrêté de former des ingénieurs, donc ça c'est un petit peu compliqué aussi d'être compétitif. Voilà, il y a le luxe, mais derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il y a un avantage, à mon sens, des entreprises chinoises qu'on sous-estime, qui est lié à la qualité et la solidité de leur avantage compétitif. Et qui me fait beaucoup plus penser quand même à l'avantage qu'avaient les sociétés japonaises dans les années 80. Qu'à juste un pays manufacturier de sous-traitance classique. À propos du Japon, là... Donc ça me semble très très intéressant et c'est encore le marché le moins cher et le moins cher. Oui, c'est ça. Le moins cher. Donc vous avez des ingrédients quand même. Tout à l'heure, c'est 3% de la capitalisation boursière mondiale. 18, 17% du PIB mondial. Voilà. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne colle pas complètement. À propos du Japon, comment vous regardez l'idée de la combinaison Honda, Nissan, Mitsubishi ? Alors, est-ce que Foxconn s'invitera dans le deal à travers Nissan ou autre ? Enfin, c'est quand même les grandes manœuvres, quoi. Alors moi, j'ai beaucoup investi au Japon. Par le passé, ça a représenté 30% d'un fonds Action Internationale à un certain moment. J'étais convaincue justement qu'il y avait des leaders comme Fanuc, qui avaient un leadership unique au monde. Le problème, c'est que aujourd'hui, le monde a changé. On est en 2025, on n'est plus en 2007 ou 2008. Et l'avantage compétitif qu'avaient ces entreprises japonaises, c'est qu'elles vendaient à leur écosystème japonais, notamment le secteur automobile avec Toyota, et qu'ils avaient un leadership international. Aujourd'hui,
vous avez un écosystème qui change. L'industrie automobile a évolué. On est passé à l'électrique. Le leadership, il n'est pas au Japon. Ah ouais. Il est en Chine avec BYD ou aux États-Unis, mais en tous les cas, il n'est pas au Japon. Donc cet écosystème de sociétés qui faisaient de la sous-traitance ou qui vous permettaient d'automatiser vos chaînes de production, elles se sont développées en Chine également et elles vont fournir leurs services aux sociétés chinoises. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je reste très sceptique au-delà de l'avantage compétitif qui vient du yen, sur ces sociétés actrices japonaises. Ouais, effectivement. Bon, toute la combinaison et ce qu'on a pu lire hier donne quand même l'idée de quelque chose de très très défensif, Christian. Oui, moi c'est trop malade qui se mettent ensemble. Ouais, hein. non, mais enfin, Mais, oui, non, trois groupes qui essayent déjà. Alors, face à Toyota et Volkswagen, face à Tesla et face à BYD, leurs voisins. Non, je pense qu'il faut le reconnaître, hein, mais les Allemands l'ont reconnu eux-mêmes, c'est que la Chine a pris une avancée très forte technologique dans les véhicules Nous ne électriques. sommes plus compétitifs. On est Le plus patron de Volkswagen l'a dit. On n'est plus compétitifs. Surtout, il n'y a pas qu'une question de coût, il y a un retard technologique. Et c'est ça aujourd'hui qui est aujourd'hui que payent les anciens groupes automobiles. C'est-à-dire qu'ils savent très bien faire on m'a dit hier, pardon, excuse-moi Christian, on m'a dit hier 90% des nouveaux véhicules vendus en Chine aujourd'hui, qui sont quasi tous électriques, sont vendus par des constructeurs chinois. Oui. 90%. Ils ont pris leur marché 90%. Et surtout, ce qui est surtout important, c'est qu'ils ont réussi à avoir la partie logicielle. Ce qui manque énormément aux constructeurs automobiles, y compris allemands. Le smartphone sur roue, c'est eux qui l'ont, c'est pas nous. C'est eux qui l'ont, et qu'on le veuille ou non. Et ce qui fait la valorisation de Tesla, c'est bon, après elle est un peu déraisonnable, mais ça on va pas rentrer là-dedans, mais ce qui fait la valeur ajoutée de Tesla, c'est leur avancée technologique, pas au niveau des pneus, hein, c'est au niveau du système d'exploitation, et c'est pour ça que certains avaient même mis en avant que Tesla devrait plutôt vendre sous licence son système d'exploitation que faire des véhicules, et ça, bon, a priori Elon Musk n'a pas choisi cette stratégie, c'est un peu valorisé comme une boîte de logiciels, voilà, parfois, mais c'est plus que comme un constructeur, oui. Voilà, donc on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la vraie valeur ajoutée dans l'automobile, c'est véritablement la partie logicielle qui a explosé, parce qu'un moteur électrique, de toute façon, vous n'avez pas de valeur ajoutée sur le moteur électrique. Contrairement au moteur thermique, tout le monde sait faire un moteur électrique. Donc ça sera vraiment cette partie-là, et là ils ont une vraie avancée. Donc derrière, tous les autres constructeurs sont à la traîne, et je dirais qu'il y a un élément qui est important dans la communication qu'a le gouvernement chinois, et ça explique que la bourse chinoise ne réagit pas tant que ça à la peur de M. Trump, parce qu'on pourrait dire la Chine aurait pu baisser de 10% avec les menaces de hausse de droits de douane, c'était quand même des éléments assez négatifs, mais à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle sur les entreprises chinoises, on a tout de suite le gouvernement chinois qui dit on va compenser maintenant par notre demande intérieure. C'est-à-dire que vous avez eu par exemple l'administration Biden qui a attaqué 104 entreprises chinoises, notamment leur interdisant d'importer des technologies américaines autour de l'intelligence artificielle. Immédiatement, le gouvernement chinois a dit on va aider ces entreprises à faire du lien américain, et on va faire en sorte qu'elles ne soient pas pénalisées par les décisions de l'administration Biden. Et donc on a toujours, dès qu'on a eu, là depuis tout ce mois-ci, dès qu'on a une mauvaise nouvelle en provenance des États-Unis qui pourrait affecter la croissance chinoise, on a une volonté politique d'afficher ce marché intérieur et de cette aide du gouvernement chinois. Donc je pense que l'année prochaine, ils n'ont pas le choix, ils vont aider à plein leur économie domestique pour compenser le risque Trump. Donc Trump est un accélérateur. Mais ils délivreront. S'il faut vraiment délivrer, ils délivreront. Ils n'ont pas le choix parce qu'on ne peut pas décevoir. Quand même. On ne peut pas décevoir, ils ont trop communiqué là-dessus. Et je pense que Xi Jinping, il a bien compris qu'il ne peut pas se permettre aujourd'hui, vis-à-vis de son peuple, aujourd'hui, de dire on a raté, on est sous la pression américaine et on a notre économie qui décline à cause de ça. Et en plus, dernière chose, n'oubliez pas, regardez simplement un indicateur, les profits des entreprises chinoises. Parce que Xi Jinping avait une politique de l'offre. Son idée, c'était je relance toujours pas en aidant les entreprises. Sauf qu'il a vu qu'avec la déflation qu'ils ont actuellement, ils ont une baisse des profits des entreprises. Donc moins de profits, c'est moins d'investissement et donc un retard technologique. Et donc là, ils ont concentré tout leur idée, c'est faut relancer la demande intérieure et rétablir la profitabilité des entreprises pour maintenir notre avancée. Il faut relancer la demande intérieure, il faut relancer la natalité, etc. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Faut relancer l'inflation. Quand on disait ça il y a 10 ans, c'est pas parce qu'on le dit que... Non, mais je pense que là, maintenant, ils ont compris qu'il faut le faire. Je suis toujours fasciné parce que la Chine, c'est toujours une histoire très double face, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de macroéconomistes qui me font des cas sur la Chine et on voit le 10 ans chinois là, qui s'est effondré à 1,75, etc. C'est, voilà, dans 20 ans, c'est le Japon, c'est la grande déflation, le pic démographique est passé, etc. Donc l'histoire un peu catastrophique de la Chine qui n'arrivera jamais à devenir la première puissance mondiale sur le plan économique alors que c'était l'objectif. Et en même temps, on discute avec des investisseurs, il y a des segments
hyper booming, l'investissement logiciel, l'investissement, tous les outils de la transition énergétique, etc. Donc il y a aussi des super histoires quand même qui sont dans cet ensemble chinois, quoi. Disons qu'une économie, de toute façon, et comme le marché américain par exemple, c'est pas monolithique. Non, oui, c'est sûr. Il y a plein d'éléments différents dans une économie. Mais on a l'impression qu'on décrit une économie qui est dans un trou noir et en même temps, on voit la vague nous submerger d'automobiles, etc. Et on se dit, attendez, s'ils sont dans un trou noir, comment est-ce que nous, on se laisse submerger, quoi? L'énorme point noir, c'est le marché immobilier. Oui. Et ça plombe globalement l'économie chinoise. En revanche, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu des investissements dans les secteurs stratégiques qui ont été stratosphériques et qui ont été beaucoup plus forts que dans les pays occidentaux, et qui leur confèrent maintenant des rôles de leader dans vraiment beaucoup de secteurs, quoi. Donc il y a vraiment ce côté presque, comment dire, contradictoire. Ouais, double face. Une économie qui est complètement plombée par l'immobilier, et puis c'est pas vraiment parti pour s'améliorer. Ça va prendre du temps, en tout cas, sur les mois qui arrivent ou sur les trimestres qui arrivent. Et puis d'un autre côté, ils sont super agressifs sur des secteurs stratégiques. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour ce tour d'horizon quasi final. Nous serons là évidemment encore demain pour la journée dite des 4 sorcières et puis on vous retrouvera bien sûr en 2025 dans Smart Bourse. Bastien Dreux était avec nous, le responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management, Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investments, et Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés boursiers africains. Nous en parlons régulièrement, aussi régulièrement que possible, avec Wissem Barbouchi, qui est à mes côtés, le président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir Wissem. Oui, on essaye de se voir quand même quelques fois dans l'année pour faire un point avec vous sur ces marchés boursiers africains. Petit bilan, c'est quoi la photo finale 2024 là, pour les grands marchés africains sur lesquels vous investissez, Wissem? Oui, alors il reste quelques semaines à la photo finish. Disons que l'année 2024 a été une année globalement bonne pour le continent africain, pour les pays africains de manière générale. Sur le plan économique, 3,6% de croissance, avec toujours pas mal de disparités, des pays à plus de 6% comme Côte d'Ivoire, Sénégal, et puis des pays avec des croissances un peu moins élevées comme l'Afrique du Sud qui tournent autour de 1%. Sur le plan politique, une année riche. Il y a eu une année où on a eu 15 élections. Il devait y en avoir 17 au départ. 2 ont été reportées a priori l'année prochaine, le Mali et le Sud-Soudan. Et toutes les élections se sont globalement bien passées. Donc il n'y a pas eu de heurts particuliers. Les dernières sont celles du Ghana et de la Namibie. On a même une présidente qui a été récemment élue en Namibie. Et tout s'est bien passé. Et puis sur le plan boursier, une bonne année. Toutes les entreprises africaines sont dans le vert en 2024. En devise locale. Et en euros, on a, à part l'Égypte et le Nigeria, toutes les autres bourses qui sont aussi dans le vert. Ouais. C'est intéressant, juste la petite parenthèse sur les élections, parce que c'était l'année des élections partout dans le monde. C'est 60% du monde qui a été appelé aux urnes. Je parle en termes de PIB, 40% de la population mondiale. C'est intéressant. Tout s'est bien passé sur les 15 élections qui ont eu lieu en Afrique. Est-ce que ça veut dire quelque part que la perception du risque politique est en train de changer? On a toujours vu le continent africain comme étant évidemment une source de risque politique importante, pays par pays. C'est une vision qui appartient peut-être un peu au passé aujourd'hui. Enfin, le risque politique existe, mais il existe désormais partout, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Il existe toujours, et j'avais eu l'occasion d'évoquer ce point-là quand j'étais venu la dernière fois pour parler notamment du Gabon. Ce qui se passe, c'est que qu'il y ait une élection démocratique, qu'il y ait un coup d'État, quelle que soit la situation dans laquelle le pays va se trouver, ce qu'on a vu ces dernières années en Afrique, c'est que les entreprises continuent de travailler. Et sur le plan économique, il n'y a jamais eu de rupture. Voilà. On avait vu disons, ces 10 dernières années, quelques ruptures sur certains pays. Je pense notamment au Kenya, il y a une petite dizaine d'années, ou à la Côte d'Ivoire aussi, une dizaine d'années, où post-élection, les gens étaient allés manifester et ça avait stoppé de manière temporaire l'économie. Ce qu'on voit ces dernières années, c'est que
disons que qui élection, qui pas élection. Le risque politique se traduit plus forcément par un risque économique fort. Exactement. Ah ouais, Exactement. Très intéressant. Voilà. Quelle est les grandes visions que vous avez pour 2025 sur le plan macroéconomique, sur le plan boursier également? D'ailleurs, sur le plan boursier, il faut peut-être redonner un peu l'idée des performances de cette année 2024. Oui, alors sur le plan économique, c'est toujours un continent qui va tirer la croissance mondiale. On attend 4,2% de croissance pour le continent africain contre environ 3% pour l'économie mondiale. Ouais. En 2023, sur les 20 plus fortes croissances dans le monde, on avait 9 pays africains qui étaient dans ce classement. Je pense qu'on ne sera pas loin, a priori, aussi en 2024. Sur le plan politique, pas d'élection, beaucoup moins d'élections. Oui. On a une seule élection qui est attendue en fin d'année en Côte d'Ivoire, qui là aussi devrait a priori bien se passer. Et puis sur le plan boursier, disons que c'est difficile de se projeter et dire ce que vont faire les marchés boursiers africains. En revanche, ce que je peux dire, c'est que les valorisations des marchés boursiers africains restent très attractives. Quand on voit la Bourse régionale des valeurs mobilières avec notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou encore des marchés comme l'Égypte à moins de 10 fois les résultats, on se dit qu'on a encore quand même de la place pour voir les bourses africaines performer comme elles l'ont fait cette année et l'année dernière. Ouais. C'est des marchés qui sont animés aujourd'hui. Nous, on se désole de voir l'attrition de nos cotes boursières en Europe et en Europe au sens large. J'inclus le Royaume-Uni, etc. On termine tous l'année avec beaucoup plus de sorties boursières que d'entrées. Est-ce que le marché africain, les marchés africains, est-ce que offre une animation, une dynamique un peu différente de ce point de vue-là? Oui, alors il y a deux éléments. Le premier élément, il est d'ordre structurel, c'est-à-dire que les marchés africains commencent à se structurer. On voit beaucoup de marchés qui commencent à avoir des fonds de pension, des institutions, des assureurs, donc des cornerstones, des investisseurs un peu longs. Exactement. Qui sont capables de tenir des positions sur le long terme. Exactement, et qu'on voit vraiment apparaître. Alors le Maroc est un très bel exemple. On a vu ces 20 dernières années le Maroc devenir un pays mature sur le plan boursier, sur le plan institutionnel, en tout cas de la part des investisseurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que là, encore une fois, on voit des bourses africaines qui sont de plus en plus matures, et cette maturité, on la voit aussi à travers des IPO qui sont de plus en plus importantes. Alors récemment, le gouvernement égyptien a annoncé 10 IPO prévus pour 2025, des entreprises d'État qui vont rentrer en bourse. On a vu récemment une IPO au Maroc d'une société agricole qui s'appelle CMGP, qui a été sursouscrite 40 fois quand même, et on en attend encore 2 autres l'année prochaine, Dislog dans la logistique et NutriCrops, qui est une filiale de l'OCP. Et donc tous ces éléments-là, l'offre à travers des IPO qui sont de plus en plus importantes, la demande à travers des locaux, des marchés locaux qui deviennent de plus en plus matures, font que y a une structuration des marchés boursiers africains qui devient de plus en plus intéressante. Ce qui manque peut-être un peu, c'est l'intérêt de la part des investisseurs étrangers. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années avec la Chine, avec les États-Unis aussi, l'Europe, avec les multiples de valorisation qu'on peut observer, peut-être aussi parfois le manque de croissance des entreprises, on se dit que le sens de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ce continent qui va quand même représenter un quart de la population mondiale en 2050 et qui va environ avoir 500 millions d'habitants qui seront considérés comme étant des habitants de la classe moyenne, finira bien par susciter de l'intérêt. Bon. On verra si les investisseurs, effectivement, osent regarder un petit peu au-delà du seul marché américain ou européen. En tout cas, l'Afrique a toujours été un enjeu géostratégique. Ces dernières années, la Chine, bien sûr, la Russie... Beaucoup moins l'Europe, beaucoup moins la France, Wissem. Dans le cadre d'une administration américaine gouvernée par Trump, je ne sais pas, est-ce que les États-Unis trouveraient ou retrouveraient un intérêt particulier sur ces marchés africains sur le plan stratégique, j'entends? Alors, sur le premier mandat de Donald Trump, il y a eu... très peu d'intérêt de la part de ce président pour le continent africain. Alors, c'est un des rares présidents à ne s'être jamais déplacé en Afrique pendant son mandat. Joe Biden était en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps. C'est passé complètement sous les radars parce qu'on ne parle plus que de Trump, mais il était encore il y a quelques semaines à peine, je crois, en Afrique du Sud. Exactement. Ce qui peut se passer, c'est qu'on voit depuis quelques années un intérêt croissant des Russes et des Chinois pour le continent africain. Et donc, c'est vrai que ce continent-là peut aussi être à un moment donné un enjeu géopolitique pour l'administration américaine. Et donc, on verra bien. Je pense que c'est quand même un continent qui représente un tiers des ressources naturelles dans le monde.
C'est un continent qui aussi peut intéresser Trump de par ne serait-ce que la population américaine, afro-américaine, qui a été une base d'électeurs assez importante dans le cadre de son second mandat. Et puis aussi, il y a un point important, il y a un accord qui avait été voté en 2000 sous Clinton, qui s'appelle l'AGOA, l'African Agreement Act, Opportunity Agreement Act. C'est un accord de libre-échange qui permettait à 32 pays africains d'exporter plus de 6 000 produits aux États-Unis. Cet accord-là expire en 2025. Et donc, il faudra voir ce que l'administration Trump va faire de cet accord-là. Moi, j'espère qu'il sera prolongé, parce que c'est vrai que c'est un accord qui est important pour les 32 pays qui sont concernés. Ouais. Mais dans tous les cas, de toute façon, le sens de l'histoire aussi, c'est que les pays africains soient en mesure d'élargir aussi la base de leurs exportations, d'être peut-être aussi un peu moins dépendants des États-Unis, parce que c'est vrai que beaucoup d'économies africaines sont dépendantes du dollar. Ouais. Beaucoup d'économies africaines sont dépendantes du dollar, d'une part parce que les importations et les exportations sont en dollars, mais aussi parce qu'une partie de la dette extérieure de ces pays-là est libellée en dollars. Et donc, le sens de l'histoire aussi, c'est qu'à un moment donné, il y ait peut-être un peu plus de Chine, un peu plus de Russie, et aussi un peu d'Amérique dans les relations extérieures des pays africains. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie que vous gérez? Donc, le fonds, c'est le African Picking Fund, c'est ça, chez Oba Africa Asset Management, Wissem, qui connaît, ça fait 2 belles années consécutives, là, j'ai l'impression. Oui, alors, c'est un fonds qui a fêté ses 10 ans en novembre. Donc, il a été lancé en novembre 2014. Il a fêté ses 10 ans en novembre 2024. Il fait partie des rares fonds pure Afrique, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Quand j'ai lancé ce fonds-là en 2014, on était une dizaine. Aujourd'hui, on doit être 2 ou 3. Et puis, c'est un fonds qui est distribué sur la plupart des plateformes d'assurance vie en France. Donc, possible pour les CGP et autres de souscrire sur ce fonds. La performance en 2023 était bonne. Oui, il a fini l'année à plus 37%. La performance en 2024 est relativement bonne. Ça annonce bonne. Voilà, oui, aussi. On est à plus 13% à la fin vendredi dernier. Et c'est vrai que comme en 2023, le fonds a souffert en début d'année de la dévaluation de la livre égyptienne. Et comme en 2023, les performances opérationnelles des entreprises égyptiennes ont plus que compensé cette dévaluation. Et donc on a observé un rattrapage qui a eu lieu tout au long de l'année. C'est un fonds qui reste un fonds small mid cap Afrique. C'est un fonds qui reste investi essentiellement dans le secteur de la consommation, puisque c'est dans ce secteur-là qu'on croit le plus et qu'on pense bénéficier de cette émergence de la classe moyenne. Et c'est un fonds qui reste focus sur les valorisations. C'est un fonds qui aujourd'hui affiche un multiple de PE de 13 fois, avec sur certains marchés des multiples qui sont inférieurs à 10, sur d'autres qui sont voilà. Hyper concentrés. C'est-à-dire qu'avec un univers d'investissement comme l'Afrique, vous avez quoi 24 positions, 24 sociétés en portefeuille aujourd'hui. Il y a environ un marché de 2000 sociétés investissables aujourd'hui. C'est vrai que le parti pris a été pris depuis 3 ans de concentrer le portefeuille pour être plus proche des entreprises, pour aussi avoir des convictions plus fortes, et encore une fois d'aller sur ces sociétés qui doivent bénéficier de l'émergence de cette classe moyenne. Parlez-nous d'une boîte là qui fait partie de vos fortes convictions et qu'on a envie de découvrir, parce qu'on ne les connaît pas forcément beaucoup, les entreprises qui opèrent en Afrique. Je peux vous parler peut-être d'une société dont je n'ai pas parlé ici par le passé, qui s'appelle La Belle Vie, qui est une société dans le secteur de la distribution alimentaire. Donc c'est Label, plus loin Vie, c'est pas La Belle Vie, non. Label comme un label, c'est ça. LABEL, plus loin Vie. C'est ça. Voilà, c'est un franchisé Carrefour, qui est une entreprise donc marocaine, qui a aujourd'hui un peu plus de 200 magasins. Le Maroc, c'est un pays où la distribution moderne est encore sous-pénétrée. On est entre 10 et 15% de pénétration pour la distribution moderne. Donc le réseau des épiciers reste le réseau majeur pour la distribution alimentaire. Mais le sens de l'histoire, c'est que la distribution moderne prenne un peu plus de part de marché. Et La Belle Vie joue un rôle clé là-dedans. Donc c'est une entreprise qui a présenté cette année un plan stratégique, un Capital Market Day. Là aussi, c'est un élément important, puisque dans la communication des entreprises africaines, le fait d'organiser des journées investisseurs, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et ils ont annoncé un plan pour 2028 où l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires à 28 milliards de dirhams, de garder une marge d'EBITDA à 9,3% et de quadrupler le nombre de magasins. Donc c'est une entreprise qui a dans le portefeuille depuis quelques temps, que je connais depuis plusieurs années et que je suis. Et la stratégie, ça intéresse, la stratégie face aux magasins de proximité locale, c'est quoi? C'est d'attaquer ce réseau de magasins de proximité locale avec des magasins du même style, ou c'est le grand hypermarché Carrefour qu'on a connu? Alors il y a des hypermarchés, mais c'est marginal dans leur surface aujourd'hui. Donc c'est plutôt de la petite enseigne. Voilà, le sens de l'histoire, c'est le local et la proximité. Et donc c'est des petits formats. Donc ils ont des petits formats, Carrefour, Carrefour Superette, Market, quoi. Oui, Superette. bien sûr. Voilà.
qui ont vocation à susciter l'intérêt des consommateurs marocains et surtout d'aller aussi dans des villes qui sont parfois des villes où la distribution moderne est quasi inexistante. Voilà, donc c'est un peu la stratégie de ce groupe, qui est un groupe qui affiche des multiples de valorisation plus très intéressants. On est à 17-18 fois les résultats dans un marché marocain qui est autour de 22 fois aujourd'hui. Merci beaucoup Wissem, merci de venir nous parler de ces marchés boursiers africains que vous connaissez particulièrement bien depuis 10 ans notamment avec cette année anniversaire pour le African Picking Fund que vous gérez. Vous êtes le président fondateur d'Ob Africa Asset Management. Wissem Barbouchi qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.